C'est parti. Apprendre un jour, apprendre toujours. Quel titre passionnant. On va savoir pourquoi, on va savoir comment, on va savoir quelles sont les modalités. L'actualité est quand même vive sur le sujet. Réforme de la voie professionnelle, plan d'investissement dans les compétences, réforme de la voie professionnelle, réforme du bac, réforme à tous les étages. Alors, je vais vous laisser d'abord vous présenter chacun et puis on aura l'occasion de revenir plus précisément sur vos domaines d'intervention. Samia, tu démarres ? Oui, je suis Samia Gozlan, je suis la directrice de la Grande École du Numérique. J'en dirai pas plus. Voilà. On va continuer. Bonjour, je suis Frédéric Bénichou, je suis un des 3 cofondateurs de Corp Academy, qui était une start-up qui est maintenant une scale-up de l'éducation numérique pour les entreprises et notamment les grandes entreprises. Scale-up, peut-être, tout le monde ne connaît pas. C'est l'étape d'après des start-up en fait. D'accord. Bonjour, Marie-Pierre Dequier. Moi, je suis cofondatrice de Collectif Z qui crée des communautés apprenantes. C'est des dispositifs qui permettent aux gens d'apprendre entre eux. Et je suis aussi porte-parole, je suis au bureau de France Apprenante. Donc France Apprenante, c'est une coalition pour faire émerger tous les nouveaux modes d'apprentissage, tout ce qui est réalité virtuelle, micro-learning, nouvelles manières de faire, soft skills en particulier. D'accord. Catherine. Bonjour, je suis Catherine Mongenet, je suis directrice de France Université Numérique, l'opérateur de la plateforme de MOOC qui s'appelle Fun MOOC. Alors, toutes ces réformes, en fait, à quels enjeux elles répondent ? Pourquoi elles sont là ? Alors, qui est-ce qui peut m'en parler un petit peu ? Plan information compétences, peut-être Samia ? Oh. Quels enjeux ? On va vite arriver à la Grande École du Numérique comme ça. Non, c'est juste que les enjeux voilà, moi je peux pas les résumer au nom d'un gouvernement ou d'un ministère. Tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui il y a une vraie inadéquation des besoins en compétences des entreprises, quels que soient ces besoins en compétences, et la manière dont a été structuré l'enseignement. L'éducation en France, non pas qu'elle est mauvaise, mais sauf juste qu'il y a une espèce de petit décalage, on court après quelque chose qu'on n'arrive pas à attraper. Et on a quand même des collèges, des lycées, des universités, des grandes écoles magnifiques où il y a de talents qui sortent chaque année. N'empêche, quand on regarde ce que les entreprises recherchent, on voit qu'il y a des postes qui sont non pourvus. Et non seulement ils ne sont pas non pourvus, mais ce que dit même Pôle emploi, c'est que quelque part, il y a des entreprises qui ne publient pas leurs offres parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas trouver. Donc, quelque part, on a un pays où on a un chômage qui est important. Donc, il fallait faire quelque chose. Donc, on ne peut pas regarder tout ça et dire tout va bien. Donc, je pense qu'une des raisons des réformes, parce qu'il y en a plusieurs, vous en avez cité, oui, c'est vraiment peut-être d'adresser ça ou de mettre une espèce d'adéquation entre des besoins en compétences des entreprises et la raison pour laquelle on forme dans notre pays par les biais de toutes ces différentes façons de former. Pour rebondir, on constate aussi qu'en fait, on ne sait pas très bien où on va en termes de compétences avec la digitalisation. Donc aujourd'hui, il y a plein de chiffres qui circulent sur le fait que les métiers vont être détruits. Donc je vous rassure, les métiers ne seront pas détruits. En revanche, tâche par tâche, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc le sujet, c'est plutôt d'anticiper en quoi les métiers vont être transformés plus que supprimés. Et surtout, il y a un côté un peu anxiogène parce qu'on ne sait pas très bien où on va. On ne sait pas quelles sont les compétences de demain. Et je pense que ça met aussi le gouvernement en capacité de se dire il faut vraiment qu'on investisse sur ces compétences de demain. On voit bien que l'école d'aujourd'hui ne sert pas à ces mêmes compétences, n'est pas sur les bons modèles. Aujourd'hui, on est sur des modèles d'école, de sachant et où on apprend. Demain, en fait, notre mémoire, elle sera dans un ordinateur. On n'aura plus besoin d'apprendre de la connaissance. On aura besoin d'apprendre à réfléchir, d'apprendre à apprendre, mais on n'aura plus besoin d'emmagasiner de la connaissance. Et donc, tout le sujet, c'est ça. C'est aussi un sujet sociétal. Donc, pour répondre à votre question sur le plan d'investissement en compétences, l'État a décidé de mettre 15 milliards supplémentaires sur la table pendant 3 ans pour aller chercher de l'innovation en matière de compétences et en matière de formation, avec l'objectif de réformer non seulement de réformer les manières de faire et de réformer en particulier le secteur de la formation professionnelle, qui est un secteur qui est formaté en fait sur le modèle de l'école, c'est-à-dire très présentiel. Et aujourd'hui, effectivement, lorsque vous voulez vendre du micro-learning, du MOOC, etc., ça rentre rarement dans les appels d'offres. Enfin, pas de... Dès que vous voulez mettre de l'innovation, par exemple, si vous voulez faire de l'innovation en réalité augmentée ou en réalité virtuelle, aujourd'hui, la commande publique ou la commande n'est pas adaptée à ça.
on vous commande du présentiel. Donc on continue par faire du présentiel. Or, c'est pas forcément les modes les plus performants et les plus ajustés, parce qu'on se rend bien compte qu'il faut s'adapter à chaque personne. En fait, le sujet de la formation de demain, c'est d'être capable effectivement de s'ajuster à chaque individu. D'accord. Alors justement, la transition est toute trouvée. On voit des modalités très différentes, diverses et variées voir le jour. Alors des MOOC, l'apprentissage entre pairs, la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Voilà. Comment vous saisissez de tout ça? Comment vous intervenez sur les différentes modalités d'apprentissage? Alors là, je crois que vous pouvez tous répondre à cette question. Alors, effectivement, les MOOC ont émergé en France il y a pas loin de 5 ans maintenant, avec des grandes écoles et des universités qui ont décidé de faire des cours en ligne, ouverts, gratuits. Et c'est comme ça que notre ministère de tutelle a dit, on va faire une plateforme mutualisée pour ces établissements. Aujourd'hui, sur cette plateforme, on a 480 cours, quelque chose comme ça, qui ont été joués depuis le lancement de la plateforme 1 millier de fois, et qui agrègent aujourd'hui plus d'1 million, presque 1 600 000 personnes. Voilà. Donc, et ce qui est intéressant... Sur le territoire national ou au-delà? Non, dans le monde de la francophonie. Merci. Muriel de cette relance. Effectivement, on a évidemment beaucoup de Français sur la plateforme, mais on a aussi beaucoup de francophones. Et un chiffre qu'on regarde vraiment avec beaucoup d'attention année après année, c'est le chiffre des Africains. On augmente de 2% tous les ans le pourcentage d'internautes africains qui se connectent sur la plateforme et qui sont eux aussi dans une grande demande de formation, ça c'est très clair. Et pour faire un peu le lien avec la problématique de la formation professionnelle, aujourd'hui sur la plateforme, on a 80% de personnes inscrites qui sont des salariés, qui ont plus de 25 ans et moins de 60 ans, et qui sont très actifs, qui viennent suivre des cours pour leur culture générale, un peu, mais quand on les interroge, ils viennent surtout suivre des cours à des fins de professionnalisation, à des fins de renforcement de leurs compétences, pour chercher un nouveau job, pour demander une augmentation ou une promotion, etc., etc. Et donc ça, c'est vraiment un sujet qui est très important pour nous et qui fait que quelque part, les établissements qui produisent des MOOC regardent avec beaucoup d'attention la réforme de la formation professionnelle, évidemment, puisqu'on sait depuis déjà 2 ans et demi que évidemment, des salariés suivent des MOOC et cherchent à avoir des attestations ou des certificats, mais on sait aussi que les entreprises préconisent à leurs salariés de suivre des MOOC, de s'y inscrire et si possible, d'y réussir. D'accord. Alors, pour répondre à la question, j'ai beaucoup entendu le mot MOOC depuis de votre intervention. Et en fait, nous, on a commencé il y a 5 ans, à l'époque de l'arrivée des MOOC sur le marché. Et c'est quelque chose un mot qu'on n'utilise plus du tout, parce qu'aujourd'hui, effectivement, il est surtout spécialisé dans le monde académique ou dans le monde de la formation certifiante sérieuse. Et en fait, chez Corp Academy, on a près de 1000 modules qui sont produits non pas par des académies, mais par des partenaires de contenu qui sont IBM, qui sont Faber Novel, qui sont même Euronews dans certains cas, qui forment aux soft skills. Et donc, le parti pris qu'on a eu de prendre des auteurs de contenu spécialistes du monde professionnel et spécialistes de certains secteurs fait qu'on ne peut pas se satisfaire du mode académique des MOOC où on a des formations de plusieurs mois, sur lesquelles on doit faire des exercices, sur lesquels on a des rendus, on a de la correction, etc. Et on s'adresse à des entreprises, on s'adresse à des salariés qui n'ont pas le temps de travailler, qui n'ont pas le temps qui doivent pouvoir le faire sur leur temps libre, en plus du reste, qui ne cherchent pas forcément de diplôme. Et donc, tout notre travail de recherche, de R&D qu'on fait avec l'EPFL à Lausanne, qui a un EdTech Collider incroyable, avec une innovation sur des sujets présentiels, scolaires, universitaires incroyables, qui nous irrigue énormément. Tout notre travail de R&D est fait en prenant en compte l'apprenant. Donc, on ne s'intéresse pas au prof, on s'intéresse à l'expérience utilisateur, à l'apprenant, qui, comme tous les gens dans cette salle, tous les gens dans cet immeuble et tous les gens dans cette ville, voire dans le monde, utilisent tous les jours des applications de jeux, des applications de réseaux sociaux, des applications de partage, jouent, travaillent, communiquent d'une certaine manière. Et donc ces usages, on est obligé de les reprendre à notre compte pour garantir l'utilisation de nos plateformes et nos contenus. Et donc, pour répondre à votre question, les nouveaux modes d'utilisation et d'apprentissage, de diffusion des contenus, chez Corp Academy, le driver principal, c'est les comportements des utilisateurs, c'est les habitudes qu'on a tous du numérique.
c'est ce qu'on a tous dans notre petite poche, qui conditionne notre usage du digital et qui conditionne également les nouvelles fonctionnalités, la nouvelle façon de concevoir les cours et la plateforme de Corp Academy. Voilà un petit peu comment on aborde le sujet, en partant de l'utilisateur. Et alors, comment vous formez aux soft skills? Ça, on y reviendra, parce que de table ronde en table ronde, c'est le mot qui est le fil conducteur, j'ai l'impression. Alors, désolé, je garde le micro. Je le passe après, promis. En fait, nous, on a mappé les soft skills de l'OCDE, du World Economic Forum, etc. Et on a défini, on en couvre à peu près aujourd'hui 80%. De ces soft skills, et on a des modules spécialisés sur chacune de ces compétences qui sont adressés et créés par des professionnels sous des formats de micro-learning. Donc les modules durent 5 minutes, 3 minutes de vidéo, 4 questions, et leur agrégation crée la compétence. Mais on regarde, enfin ce qu'on voit dans nos datas, c'est que les gens l'utilisent avant une réunion. Vous avez une réunion sur le lean management. Vous avez envie plutôt de savoir de quoi vous parlez. Vous allez le faire à la machine à café 5 minutes avant, et vous allez arriver à votre réunion, vous serez intéressé. Donc pour nous, les soft skills, c'est une nécessité du monde du travail aujourd'hui. On a mappé les soft skills définis au niveau mondial, et on remplit notre catalogue par rapport à ces contenus pour en couvrir. Aujourd'hui, on est à, je crois, 78% de taux de couverture de ces soft skills. Voilà un petit peu comment on fait. Mais par contre, toujours dans une démarche de micro-learning, de on-the-fly, de snacking et de consommation rapide et agréable du contenu. D'accord. Marie-Pierre, vous êtes plus sur la formation entre pairs, me semble-t-il. En fait, nous, on essaye de travailler sur l'engagement. Alors, le premier constat, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent de l'employabilité. C'est-à-dire, ils ont compris que c'est pas parce que ça fait 10 ans qu'ils sont chez Bouygues qu'ils vont pas passer dans une autre entreprise. Donc le sujet, en fait, et puis c'est le sujet aussi des entreprises qui viennent nous voir en nous disant, mais en fait, nous, comment est-ce qu'on garantit l'employabilité de nos collaborateurs pour pas qu'ils se retrouvent, parce que ça nous coûte cher de les licencier, quand ils ont 45 ans, 50 ans, ça nous coûte cher. Et 2, c'est un facteur d'attractivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes capable de fournir une expérience apprenante qui garantit l'employabilité de vos collaborateurs derrière, ils vont venir. Sinon, vous ne recrutez plus. Et il y a un gros problème qui est un problème en fait de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à faire venir les générations X, Y et Z en entreprise. Donc ça, c'est le premier constat. Nous, pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce qu'en fait, les générations X, Y et Z, elles sont nées avec le digital. Et en entreprise, je suis désolée, mais on n'est pas sur les modes digitaux. Tout simplement parce qu'on est encore sur des modes top-down, on n'est pas sur des modes collaboratifs. Et on est encore dans des modes où on a une certaine confidentialité de l'information, etc. Et qui ne sont pas prêts à faire, pendant 10 ans, je me tais. Et j'apprends, et pendant 10 ans, je vais bénéficier, alors je vais avoir un poste, un statut, etc. Et puis ensuite, je réfléchirai enfin à ce que je veux faire de ma vie. Eux, ils ont tout compris, ils veulent déjà réfléchir à ce qu'ils vont faire de leur vie tout de suite. Donc eux, ils cherchent du sens. Aujourd'hui, nous, quand on travaille avec les entreprises, c'est pour retravailler sur ce sens, et pas sur la performance financière à 3 mois. Aujourd'hui, si vous demandez aux entreprises quelle est votre raison d'être, à quoi vous servez dans la société, il y en a 1 sur 2 qui est incapable de vous dire. Ou alors, elle vous dit un truc qui n'est pas du tout sexy. Elle vous dit, nous, c'est faire des bâtiments au meilleur prix. Ah bah super, tout le monde rêve de ça, en fait. Donc la question, c'est comment est-ce que vous mobilisez déjà les gens pour qu'ils viennent? Puis ensuite, le vrai sujet, c'est que, effectivement, comment est-ce qu'on les prépare à demain? Et donc, nous, on travaille effectivement sur les soft skills de l'OCDE, qui sont 4 compétences, qui sont les compétences qui vous permettent, des compétences cognitives qui vous permettent d'apprendre à apprendre. L'OCDE vous dit qu'avec ces compétences, vous couvrirez 80% des besoins de votre job demain. C'est-à-dire que le reste, ce sera des compétences techniques à acquérir, mais comme vous aurez appris à apprendre, finalement, ce ne sera pas très compliqué. Et donc le sujet, c'est quoi? C'est la communication, la créativité, la pensée critique, la collaboration. Et nous, on en a rajouté une dans notre corpus Collectif Z, c'est l'alignement corps-esprit. On pense qu'il faut que les gens soient bien dans leur peau, bien dans leur tête et alignés entre leur esprit et leur corps pour se développer. Fort de ça, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser tous les moyens digitaux, physiques, et on se rend compte que le physique est quand même extrêmement important. Et donc, en fait, on va faire ce qu'on appelle du blending. Ouais. Donc, on va mélanger
des choses en ligne et effectivement on va s'appuyer sur les usages. Donc on va regarder les gens qu'on a et on va leur dire qu'est-ce que vous utilisez vous ? WhatsApp, ok, on fait du WhatsApp. Vous utilisez quoi ? Messenger, ok, on fait du Messenger. Vous utilisez le mail, très bien, on va faire du mail. Donc en fait on va se coller aux usages de la population parce que c'est déjà difficile d'apprendre un truc si en plus il faut se coller l'apprentissage d'un outil. Voilà, c'est pas performant. Et on va jouer sur des dynamiques de plaisir, de jeu. Pour qu'ils rentrent dans cet apprentissage. Parce que le sujet de l'apprentissage, c'est quoi ? Quand est-ce qu'on apprend ? On apprend quand on se met en situation de risque, finalement, qu'on va prendre un risque et qu'on va se retrouver dans une situation inconnue. Ça, c'est pas facile tout seul. Donc nous, on va les mettre en équipe aussi, pour qu'ils se soutiennent dans ces apprentissages. Et on ne va prendre que des volontaires. Il faut qu'ils trouvent un bénéfice personnel. On n'apprend pas pour apprendre, on n'apprend pas pour faire plaisir à sa boîte, on apprend parce qu'on va se développer. Donc nous, on travaille sur d'abord le développement personnel. Et une fois que les gens se développent personnellement, à ce moment-là, ils vont prendre leur plein pouvoir dans l'entreprise et là, ils vont les faire les transformations. Donc on va pas leur demander. Changement de culture là. Donc là, on change les cultures, oui, effectivement. Ouais. Voilà. D'accord. Samia, quel est le périmètre de la grande école ? Parce que là aussi, il y a un public et une problématique très précise. Oui. Donc très rapidement, contrairement à ce que son nom pourrait dire, la grande école du numérique, c'est pas une grande école. En fait, ce sont des grandes écoles. C'est un réseau de formation au métier du numérique. C'est un label et c'est une subvention d'amorçage. Alors, le label, qu'est-ce qu'il vient ? Qu'est-ce qu'il donne ? Le label vient reconnaître la démarche des formations qui seront labellisées, à aller chercher un public particulier, à le former au métier du numérique et à l'accompagner vers des sorties positives. Donc, la Grande École du numérique est née d'une initiative du gouvernement précédent parce que justement, il y avait cette inadéquation entre des besoins de compétences des entreprises et tout simplement les formations qui existaient. C'est le fameux rapport de la DARES et de France Stratégie 2015, 50 000 postes non pourvus. Et si on continue à former dans le numérique, et si on continue à former comme on forme en France avec justement nos belles écoles d'ingénieurs, grandes écoles, universités, etc., cet écart va continuer à se creuser. On arriverait à 190 000 postes non pourvus en 2022. Et le dernier rapport du Conseil pour l'orientation confirme ça, puisqu'en 2017, on a 80 000 postes non pourvus. Donc vraiment, on a des entreprises qui sont, parce qu'on plein de transition, tout le monde transite depuis 2015. Dans quel domaine précisément, vous savez ? L'économie se digitalise partout, soit dans les postes où, soit on est obligé de transformer des postes qui sont là, soit on est obligé d'acquérir des compétences qu'on n'avait pas pour pouvoir continuer à se développer. Donc il y a une vraie nécessité pour les entreprises d'acquérir ou de recruter ou d'internaliser ces compétences-là. Donc ça, le dernier rapport du Conseil pour l'orientation et l'emploi liste plutôt des métiers plus techniques. On parle de cybersécurité, on parle de data analyse, on parle d'intelligence, de IoT, ce que vous voulez, mais il n'y a pas que ça. Donc ce constat-là est vraiment la raison d'être de la grande école. Le deuxième constat, c'est un constat qui est quand même pas très valorisant pour la France, c'est que nous sommes un pays où nous avons une forte population de ce qu'on appelle les jeunes décrocheurs qui sortent chaque année du système scolaire, c'est-à-dire des personnes qui sortent sans qualification et sans orientation. Pour des raisons X ou Y, c'est le système qui a failli, c'est nous qui avons failli, c'est tout le monde qui a failli. Quand un jeune à 16 ans n'est pas orienté correctement, quand un jeune à 17 ans, 18 ans passe son bac et ne fait rien, quand un jeune qui passe son bac et va à l'université et au bout de la première année ne continue pas, donc c'est quelque chose qui ne va pas. Et le chiffre qui était annoncé, c'était plus de 120 000. Donc ces deux chiffres donnent à réfléchir. Donc la grande école est venue comme initiative en disant on va rebattre les cartes de la formation au numérique en allant chercher des formations, quel que soit leur statut. On peut avoir des universités qui sont appliquées, on peut avoir des grandes écoles, on peut avoir des organismes de formation, on peut avoir du online, on peut avoir du blended. La seule demande qu'on leur fait, former à des métiers du numérique, vous incluez des personnes sans prérequis académiques, et sans aucune distinction, bien entendu, économique ou sociale. Vous les formez gratuitement et vous les accompagnez socio-professionnellement avec ces fameux soft skills pour qu'ils puissent éventuellement rejoindre une entreprise. Donc on est là, les chiffres que je vais dire, c'est fin 2017, on a 400 formations labellisées, 11 400 personnes formées, 74% de sorties positives et on est partout en France. Troisième appel à labellisation dans le cadre de plan investissement sur les compétences.
Les résultats vont être annoncés la semaine prochaine, donc je ne peux pas vous les dévoiler. Voilà, la semaine prochaine. On arrive un peu tôt. Oui, voilà, j'ai vraiment pas le droit. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un vrai passage. Contenu, peut-être. Voilà, c'est un vrai passage à l'échelle. Voilà. C'est-à-dire que l'objectif est de former au minimum 5000 personnes d'ici fin 2019. On va largement les dépasser. Et d'aller vers des publics spécifiquement infra-bac et bac. Et d'aller chercher les femmes, parce qu'on l'a déjà fait, mais on n'a pas atteint notre objectif. On va avoir 30% de femmes au minimum. Et d'aller aussi installer ces formations dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Ce sont les quartiers donc, où les revenus sont bas, où le taux de chômage est élevé, où le décrochage est aussi élevé. Donc avec ces objectifs qui sont très lourds, on veut quand même avoir des formations qualitatives et on veut des formations qui sont capables de rebattre les cartes de la pédagogie pour aller former ces jeunes-là avec les bonnes manières. Alors bien sûr, tous les mots que vous avez cités, on va les retrouver. On est sur l'apprentissage par les pairs, on est sur du mentorat, on est sur du blended, on est sur, je sais pas moi, voilà, les classes inversées, on est sur l'apprentissage par mode projet, on est sur l'apprentissage sur des cas d'entreprise, voilà, tout ça, vous allez l'avoir. Mais ce que moi je retiens, parce que là ça fait 2 ans moi que je dirige le groupement d'intérêt Grande École du Numérique, j'ai vu beaucoup de formations, je suis fait 3 fois le tour de la France, c'est que ce qu'elles me disent, c'est qu'en fait au-delà des compétences techniques, elles font vraiment le boulot, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin parce que tout le monde s'accorde à se dire que les compétences en tout cas numériques sont obsolètes au bout de 2 ans. Donc, la plupart des jeunes et moins jeunes qui intègrent les formations labellisées Grande École du Numérique intègrent avec une envie, une motivation et de l'auto-apprentissage. Donc, ils sont dans cette logique d'apprendre à apprendre. Donc, il faut aller plus loin. Alors, un peu plus loin, ça veut dire quoi ? Moi, je n'ai pas été forcément regarder tous les critères, tous les soft skills de l'OCDE. Tout ce que je sais, c'est qu'elles me disent qu'elles veulent faire développer la créativité. Parce que c'est quelqu'un même d'ici de 42 qui m'a dit IT is an art. Voilà. On veut que les personnes soient créatives, qu'elles pensent en dehors, qu'elles trouvent des chemins sinueux, tortueux pour pouvoir aller se réaliser. Elles veulent qu'elles prennent le risque. C'est-à-dire accepter l'échec, accepter de se tromper. Voilà. Donc elles ont été pour certaines un peu malmenées par le système scolaire. Donc, échouer, c'est apprendre. Échouer fait partie de l'apprentissage. Donc, là, troisième chose, elles veulent que ce soit des personnes autonomes. Elles sont déjà venues à ces formations de manière autonome. Souvent, vous avez entendu parler des piscines. Donc, elles veulent cultiver cette autonomie, d'aller chercher elles-mêmes leurs réponses, de ne pas toujours être en train d'attendre de quelqu'un qui est sachant, qui va vous dire ce qu'il faut faire et comment le faire. Elles veulent être aussi dans une logique de collaboration et de transmission. J'apprends et j'aide les autres à apprendre. Donc voilà, moi, c'est 5 grosses qualités ou soft skills que j'ai entendues dans mes échanges avec toutes les formations que j'ai rencontrées tout le long de ces 2 dernières années. Et je pense que c'est très important de continuer à les cultiver. Après, vraiment, moi, ce que je retiens, c'est que garder la motivation comme critère essentiel pour pouvoir se former, effectivement acquérir des compétences parce que les entreprises en ont besoin, mais surtout développer des qualités qui vont permettre que ces compétences continuent à être développées tout simplement tout le long de la vie. Ce sont des formations qui durent combien de temps ? Alors, en moyenne, elles durent 7-8 mois. Mais par exemple, typiquement à 42, qui est labellisé, ça peut aller jusqu'à 3 ans. L'Université Haute-Alsace, elle forme aussi sur 3 ans. L'École centrale de Marseille forme sur 9 mois. Les Saint-Plans, c'est plutôt 8 mois, 9 mois. Donc, ça dépend. Mais c'est 1400 heures. C'est énorme. C'est énorme. Donc, ça veut dire qu'il y a énormément de bonne volonté de la part de tous ceux qui forment et ceux qui se rendent dans cette logique de se former à ces métiers du numérique. D'accord. Et au niveau des entreprises, ce sont des profils qui... Alors, c'était très compliqué au début et on a eu un grand coup de pouce de la part... J'ai entendu parler tout à l'heure de Capgemini qui démarrait, qui déménageait. Parce que Capgemini s'est engagé, alors je venais d'arriver, donc je ne peux pas dire que le mérite me revient s'est engagé d'une manière unilatérale à recruter 10% de ses salariés parmi les apprenants de la grande école. Ils recrutent 4000.
Donc dès 2017, il l'a annoncé en D'accord. 2016, ils étaient dans une logique, une ordre de bataille pour aller chercher ces profils divers et en disant tout simplement la diversité fait partie de l'innovation dans l'entreprise, il faut aller chercher ces profils divers. Et donc en fait c'est la direction RSE de Capgemini qui a travaillé avec les DRH, qui ont travaillé avec les managers pour arriver à ce qu'ils s'ouvrent à cela, parce que sinon c'était Bac+5, 5 ans d'expérience qui vient de chez Accenture. Voilà. Et donc là maintenant, on a vraiment, enfin là il y a un communiqué pareil qui va sortir, moi je peux vous le dire, parce qu'ils ont dépassé les 400 encore cette année, ils sont à plus de 500 et ils s'engagent en 2019. Et ils vont aller encore plus loin, ils vont faire du mentoring, ils vont travailler vraiment auprès des rosées de formation dans les territoires, parce que en fait on le sait, les gens qui se forment je sais pas, à Toulouse, ils vont pas déménager à Paris pour pouvoir travailler. Et donc, Sogeti, Capgemini de travail avec eux. Donc, on est vraiment dans une logique où ils vont aller, ils regardent ce qui se passe au niveau des formations, ils donnent des feedbacks si le contenu doit être ajusté, ils les recrutent, ils les accueillent parfois en tant que stagiaires, ils viennent assister à des soutenances de projets. Et par exemple, là, en Hauts-de-France, sur 16 personnes, ils ont recruté 15, la 16e. Pourquoi ? Parce que c'était une jeune femme, elle voulait créer son entreprise. D'accord. Voilà. Bien sûr. Juste pour rebondir, on parle beaucoup des grandes entreprises, mais il y a beaucoup de petites entreprises en fait, et il y a 80% du tissu de l'emploi qui est plutôt fait par des PME et des ETI. Et aujourd'hui, les politiques et les bassins d'emploi en fait se posent la question de la capacité en fait de ces petites entreprises à passer au numérique, parce qu'ils n'ont pas le volant pour recruter quelqu'un à temps plein sur ces sujets-là. Et donc il y a tout un tas de petites formations qui se mettent en place, de type 3 mois, couteau suisse du numérique, qui sont dans les territoires en fait pour justement former des jeunes et que ces jeunes puissent aller sensibiliser finalement et montrer finalement à ces petites entreprises comment elles peuvent utiliser le numérique. Donc c'est simple, mais c'est pas si, il y a des barrières mentales qui sont extrêmement fortes parfois. Et en fait, ces initiatives-là, donc de quel ordre ? Parce que on a peur, on est sûr que ça va pas marcher. On accepte. Alors c'est marrant parce qu'on accepte de faire des choses à titre privé, mais on n'accepte pas de les faire à titre professionnel. Donc on a un WhatsApp à titre privé, mais pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas WhatsApp de manière professionnelle ? Enfin, voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a aussi un inconfort qui est lié au fait que Google et Apple sont capables de nous donner des outils d'une ergonomie extraordinaire qu'on n'a jamais en entreprise. Parce que c'est encore fait avec des cases qu'il faut remplir. Hein. Oui, voilà. Donc il y a tout ça qui joue. Et puis après, c'est aussi une question de mentalité des dirigeants d'entreprise qui ont peur de perdre le pouvoir sur des choses qu'ils ne maîtriseraient pas. Parce qu'en fait, malheureusement, en France, on est quand même beaucoup dans le command and control et on considère qu'on peut diriger une entreprise quand on la contrôle. Et qu'avoir un certain lâcher-prise et en disant à ses collaborateurs qu'est-ce que vous me proposez en termes d'outils, qu'est-ce que vous me proposez de faire, ça, les dirigeants de nos entreprises ne sont pas encore capables de le faire. Aujourd'hui. Et donc, c'est vraiment un changement de culture qu'il faut avoir avec le numérique. Donc, plus ils recrutent des jeunes, sauf que les jeunes ne veulent plus aller en entreprise. Donc, ils essayent de recruter des jeunes, mais ils n'y arrivent pas. Et donc, il y a quand même plein de petites formations comme ça, assez malines, qui visent effectivement à former les gens au numérique assez rapidement pour que, en pair à pair, ensuite, ils aillent changer et transformer leur environnement de travail. D'accord. Et justement, au niveau des entreprises, est-ce que, au niveau de FunMOOC, par exemple, il y a des entreprises qui viennent te voir et te dire, voilà, moi j'ai ce besoin en formation, soit je fais monter mes salariés, soit je recrute. Comment tu interviens dans ces cas-là ? Donc, on a des entreprises effectivement qui nous contactent et qui veulent, j'ai envie de dire, acheter sur étagère un MOOC de fun pour le jouer en entreprise parce qu'ils ont des experts, parce que certes, le micro-learning est important pour eux, mais sur un certain nombre de sujets. Je pense des sujets technologiques, par exemple, où il faut vraiment faire monter en compétences. On a besoin d'avoir une formation qui est un peu plus longue. Et un MOOC sur fun, c'est quelque chose comme 6 semaines. 20-25 heures de travail. On n'est pas sur des formats très très longs comme l'école du numérique, la grande école du numérique, évidemment. Et donc, ces entreprises nous contactent ou contactent l'université qui a produit le MOOC pour effectivement internaliser au cœur de l'entreprise la formation parce qu'ils ont leurs propres experts et qu'ils vont animer le cours, jouer le prof sur le MOOC avec leurs élèves. Alors évidemment, on parle à ce moment-là plus de MOOC puisqu'on est dans un format privé. Et oui, on utilise encore le mot MOOC parce que voilà, dans l'écosystème international, ça a encore de la valeur, même si c'est un mot qui est très galvaudé et dont on voit bien qu'il porte des sémantiques très différentes qui sont confusantes. Mais toujours est-il que, effectivement, il y a des entreprises qui nous contactent dans cette optique-là. À l'inverse, il y a des financeurs, je pense en particulier à des OPCA, qui viennent vers nous en disant « Nous avons envie de produire des contenus de formation qui répondent à un besoin des salariés de notre branche ».
Et on a un très joli exemple avec plusieurs OPCA sur la formation au digital des TPE-PME, où effectivement ces OPCA se sont tournés vers l'écosystème de Fun pour construire un ensemble de cours en ligne qui ont été joués de manière privative, puis joués de manière ouverte sur Fun, pour acculturer les entreprises, les petites et moyennes entreprises de 5 secteurs aussi différents que le tourisme, l'agroalimentaire, les assurances, les services à la personne et le médico-social, aux enjeux de transformation que vous avez parfaitement décrits sur le numérique. Donc, on voit bien que un des axes de développement de Fun aujourd'hui, c'est aussi de répondre à ces problématiques de formation continue. Et on est de plus en plus sollicité par des salariés qui commencent à nous dire « Demain, je voudrais utiliser mon compte personnel de formation sur un MOOC ou sur un autre. Comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je peux le mobiliser ?» Donc, c'est évidemment des enjeux extrêmement importants, non seulement pour nous, mais pour les établissements qui produisent des MOOC. Encore une fois, transition excellente. Justement, quelle est la maturité en fait des individus? Alors, on les appelle salariés, on les appelle demandeurs d'emploi, on les appelle décrocheurs. Quel est leur niveau de maturité sur ces nouvelles formes d'apprentissage? Est-ce que finalement, ils deviennent acteurs de leur formation ou est-ce qu'on n'y est pas encore? Ça dépend de ce qu'on leur demande de faire. Parce que si on leur demande de s'asseoir dans une classe, effectivement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas un bon souvenir de l'école, en fait. Et le premier sujet, c'est de réveiller le désir d'apprendre. Et nous, on travaille beaucoup avec le jeu, avec l'envie, en travaillant sur qu'est-ce qui va leur servir immédiatement. Et donc, c'est dans ce qu'on va mettre en fait en place, on va faire appel à ce qu'on appelle les motivations intrinsèques. Vous avez la motivation extrinsèque qui est le point, la note, machin. Donc nous, on fait des jeux et on travaille sur qu'est-ce qui les passionne. Et à travers en fait leur passion, ils vont acquérir un certain nombre de postures, de soft skills, parce qu'en fait le sujet il est beaucoup sur les soft skills et sur les usages, et on va les obliger à utiliser un certain nombre d'outils, donc ils vont être obligés de s'y mettre en fait, in fine. Sachant que pour une partie des gens, il y a quand même beaucoup d'usages domestiques qui sont complètement digitalisés aujourd'hui, tellement parce qu'en fait on a dit que ça fait beaucoup augmenter la productivité des entreprises, le digital, mais ça a fait augmenter énormément la productivité individuelle et domestique en fait. Donc les gens savent faire le numérique. Après, ils s'autorisent peut-être pas dans le cadre de l'entreprise de le faire. Et ensuite, comment est-ce que sur ces nouveaux modes d'apprentissage, il suffit de leur faire expérimenter. Alors nous, on est beaucoup en pair à pair, on est beaucoup avec des petites équipes où les gens se parlent. Et en fait, comment est-ce qu'on apprend? On fait des expériences, on se met en déséquilibre, on fait. On n'aime pas échouer, hein, en général. Bon, on rate un peu, mais surtout, on va débriefer. Et on va se dire qu'est-ce qu'on a appris, et on va débriefer avec les autres qui ont fait la même expérience que nous. Et bien ça change tout, parce qu'on apprend 10 fois plus. Lorsque vous faites la même expérience que d'autres gens et que vous en parlez ensemble, que vous dites ce que vous êtes appris, ben ça change tout. Et puis, apprendre avec des copains, avec des pairs, c'est quand même plus facile qu'avec un expert. De temps en temps, c'est bien qu'il y ait un expert qui rajoute un petit truc, mais in fine, il y a beaucoup de contenus qui sont sur Internet. Nous, on fait des jeux de pistes, par exemple. Ils vont chercher tel contenu, ils vont le raconter. L'idée, c'est comment est-ce qu'on s'approprie les choses. Et finalement, ils n'ont pas l'impression d'avoir été à une formation. Ils ont l'impression d'avoir fait des choses et d'avoir appris. C'est du learning by doing, finalement. Et on leur demande en plus de nous dire où sont leurs gros cailloux dans la chaussure au quotidien. Et donc de se servir de ce qu'on leur donne pour enlever leurs gros cailloux dans la chaussure. Donc de toute façon, ils vont utiliser. Parce que le problème de l'apprentissage, c'est aussi que souvent, on va apprendre un contenu théorique, mais on ne va pas le mettre en application. Donc nous, on commence par l'inverse. C'est où est-ce que vous avez un besoin de mise en application? Et à ce moment-là, on va y aller. Voilà comment. Et je pense que les gens s'approprient très bien ces nouveaux modes d'apprentissage. Ce qui est difficile, c'est lorsqu'on est tout seul derrière son écran. Et effectivement, il y a eu des statistiques sur les MOOC qui disaient qu'il y a peu de gens qui arrivaient au bout. Bah, c'est vrai que c'est un peu ingrat. C'est un peu difficile d'être tout seul derrière son écran. Donc soit on est un gros introverti, ce qui est possible aussi, et très intellectuel, et on y arrive. Ceci dit, les Chinois et les Indiens y arrivent très très bien, parce que les meilleurs cours de Stanford pris par des Chinois et des Indiens en ligne, ils ont des meilleurs résultats que les gens qui sont sélectionnés. Pourquoi? Parce qu'ils en veulent et qu'ils ont faim, en fait. Nous, on n'a plus faim, donc on n'a plus besoin, donc on ne le fait pas. Donc résultat, dans nos sociétés occidentales, ce qui est important, c'est de mettre les gens en situation, et puis qu'il y ait du contact et du lien. Parce que, in fine, si on voit personne, si on n'échange pas avec les autres, eh ben, c'est pauvre. C'est pauvre d'être derrière son écran, c'est comme quand vous êtes devant la télé, c'est pauvre. Ce qui est marrant, c'est de raconter ce que vous avez vu à la télé aux copains le lendemain, finalement. Et de votre côté, justement, quand vous lancez des formations, est-ce qu'il y a un fort taux d'engagement des salariés pour les suivre, ou alors est-ce qu'il y a vraiment des dispositifs à mettre en place par rapport à ça?
Alors en fait, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit madame. La motricité, elle est spéculative. Aujourd'hui, une motricité personnelle, elle est liée à la prise en compte de cette formation dans mon entretien de fin d'année, dans ma rémunération, dans ma recherche d'emploi, dans un projet ou une compétence que je veux acquérir. Moi, en ce moment, je suis des MOOC sur une des plateformes autour de cette table, un MOOC spécialement, et c'est parce que j'ai un projet particulier auquel je veux aboutir. Mais effectivement, c'est dur, il faut avoir un projet, il faut avoir une volonté de le faire pour une raison particulière. Et aujourd'hui, ce qu'on voit dans les entreprises, c'est que c'est difficile de maîtriser le faire venir sur la plateforme. Ouais. C'est lié à la culture d'entreprise. On a des entreprises qui adorent apprendre. On a plus de 150 entreprises clientes. J'en ai un tiers, dont les salariés, dès qu'il y a un nouveau contenu, foncent dessus, le font, se l'envoient, se partagent, etc. Et d'autres où les gens attendent qu'on les tire et qu'on vienne leur dire de le faire parce que c'est pas quelque chose qui est dans leur performance, dans leur modèle. Ce qui est vrai, c'est que une fois qu'ils sont là, le boulot, c'est de faire une plateforme suffisamment sympa, cool, et un contenu suffisamment facile à appréhender pour que les gens aient envie de revenir, s'échanger, jouer et autres. Donc cette motricité, cette spéculation, elle est vraiment liée à l'entreprise et elle est liée à un deuxième paramètre qui est la géographie. Et vous parliez des Chinois et des Indiens, et en fait on voit des taux de jeu dans les populations indiennes, dans les populations chinoises qui n'ont rien à voir avec les taux européens. Et même les Américains sont plus forts que les Européens sur ces sujets-là. Mm-hmm. Et le troisième, paramètre, c'est la fonction dans l'entreprise, le métier. On a des fonctions dans l'entreprise qui aiment jouer, qui aiment le challenge, et d'autres qui sont beaucoup plus passives, qui sont peut-être plus analytiques, comme vous le disiez. Et c'est là que ce que vous faites est intéressant, c'est que la communauté qui va se créer autour de ça et le présentiel qui va sortir de là va permettre d'arriver à ce que nous on aime bien dire, c'est que le digital va pas vider les salles de classe, il va les remplir. En revanche, le présentiel, le digital va permettre au présentiel de devenir expérientiel. Et c'est là qu'il a toute sa force. C'est que d'un seul coup, parce qu'on avait un format individuel seul, mais facile et sympa à appréhender, on va s'éclater à interagir avec les autres, à poser des questions aux profs, à expérimenter des nouvelles façons de manager ou de travailler. Et c'est là où, d'un seul coup, l'attraction, elle vient naturellement. Elle est plus du pool en envoyant un mail en disant « venez faire votre formation », etc. Donc, c'est ce qu'on essaye de transformer et c'est ce qui marche plutôt pas mal. D'accord. Alors, j'ai encore plein d'autres questions, je suis un peu frustrée, mais plaisir, je vais peut-être laisser quand même la parole à la salle. Il y a certainement des questions. Ça serait intéressant de les entendre. Y a-t-il des questions sur ce sujet ? C'est le micro ? C'est le micro. Vous m'entendez ? Bon, ok, bonjour micro. Moi, c'est pas une question, mais en fait, c'est tout ce que j'entends, moi, ça me remplit de bonheur. Et en même temps, ça me fait dire, on réinvente pas la roue 10 fois. Et tout ce que vous dites, ça existe depuis fort longtemps. C'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le support numérique, ok, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire Jules Verne, il écrivait et il mettait ses héros en situation de danger, de déséquilibre, et bim, après, il balançait une notion scientifique. Jules Verne le faisait dans ses écrits. Relisez-le, vous verrez, c'est pas facile à lire d'ailleurs, mais c'était son principe. Moi, j'ai entendu aussi comment il fallait transférer les notions cognitives qu'on peut travailler dans le réel. Moi, j'ai fait une formation en 1990 qui s'appelait le programme d'enrichissement instrumental de Reuven Feuerstein. Et voilà, c'est exactement ça. On avait une formation où on apprenait à développer toutes les fonctions cognitives et les opérations d'apprentissage, en partant de ce qu'ils constataient sur leurs tâches à faire, et puis les problèmes qu'ils avaient éprouvés, le partage, l'élection d'une des solutions proposées dans le partage pour essayer de l'appliquer, et puis ensuite les conclusions pour dire « Ah bah oui, ce que nous
nous avons élu comme processus nous a permis de réussir, ou bien non, ça ne nous a pas permis. Et on en tirait un principe de généralisation qu'on proposait ensuite aux apprenants d'aller appliquer dans leur quotidien pour pouvoir en parler à la séance suivante. C'était des séances en tant qu'orthophoniste, c'était très lourd à préparer, parce qu'on avait un groupe de 6 ou 7 apprenants et on avait 2 heures de préparation pour chacun. Voilà. Mais c'était passionnant. Et c'est vraiment ce que j'entends dans ce que Madame dit, de partager, de réutiliser dans le quotidien. Maintenant, il y a une chose qui m'a fait un petit peu peur dans ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que bientôt, on n'aurait plus besoin de la mémoire parce qu'elle sera dans la machine. Non. C'est pas vrai. Il y aura toujours besoin de mémoire puisqu'on apprend. Apprendre, c'est avoir de la mémoire de toute manière. Et si la machine nous redonne des banques de données qu'on n'aura peut-être pas besoin de stocker parce qu'elle sera dans la machine, il faudra au moins savoir où retrouver les données qu'on cherche. Donc, en ça, il y aura de la mémoire. Et puis, il faudra reconnaître que c'est cette machine-là qu'on veut utiliser et pas une autre. Enfin, bref, la mémoire, elle est la base. Donc, elle ne disparaîtra pas. Non, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. C'est vrai que toutes ces méthodes existent depuis très longtemps. Néanmoins, elles ne sont pas du tout passées à l'échelle. Et en fait, le système dans lequel on est, qui est un système scolaire très vertical, et dans l'entreprise, un système très hiérarchique, a empêché un peu ce que le digital a apporté. Finalement, c'est que la collaboration est devenue beaucoup plus facile puisque l'information passe très facilement en fait d'un endroit à un autre. Elle est donc c'est généralisé voilà. dans l'espace. Et donc, moi, j'ai l'espoir que ça va effectivement permettre de faire passer à l'échelle ce type de mode de formation. Bien, parce que c'est tout à fait vrai. Par exemple, Feuerstein, il était essentiellement utilisé dans les... Ça s'appelait les SECPA ou même les classes de transition. Au départ, c'était même pour les enfants qui sortaient des camps de concentration, oui, voilà, pour et les réinsérer beaucoup plus vite dans la société. Donc, apprendre à apprendre. Mais pas dans l'enseignement normal. Voilà. Alors, on va redire que dans l'enseignement normal, ce qui a existé, c'est bien sûr Piaget. Vous parlez de période d'accommodation des équilibres. Et Montessori freinait. Bien sûr. Voilà. Mais c'est pas passé à l'échelle non plus. C'est pas passé à l'échelle. Malheureusement. Alors que tout le monde reconnaît les vertus de ce type d'éducation. Alors sur la mémoire, je reviens parce que c'est... Alors je reviens sur la mémoire parce que c'est... en fait, c'est un point de vue macro, c'est-à-dire que... macro-historique. C'est-à-dire qu'à une époque, en fait, on faisait du travail des champs. Et donc on n'avait pas besoin d'aller faire du jogging ou du sport et d'entretenir son corps. Maintenant, on est là-dedans. Demain, on aura besoin d'aller entretenir sa mémoire. C'est pas qu'on en aura plus besoin, mais c'est qu'en fait, on va l'utiliser beaucoup moins, notamment parce que y a des calculatrices, il y a des ordinateurs, etc. Donc, on va l'utiliser beaucoup moins qu'auparavant et on va se retrouver à faire non seulement des exercices de sport, mais des exercices de mémoire aussi pour entraîner son cerveau. Sinon, on va perdre en fait cette capacité cognitive de calcul qui est assez importante. On le fait déjà dans la prise en charge, entre autres, des personnes âgées. Là, il faut lancer. Je reviens sur le sujet des soft skills que j'avais évoqué l'atelier précédent. Quand on les évoque, quand je les ai entendues évoquer là, elles sont très opérationnelles, collaborer, communiquer. Nous, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'elles étaient aussi, elles s'appuyaient sur des compétences sous-jacentes comme l'humilité, des éléments de comportement très, très unitaires. Et nous, pour l'instant, le moyen qu'on a trouvé pour les adresser, c'est qu'on a des listes de lecture en interne dans notre entreprise, parce qu'on considère qu'une vie n'est pas suffisante pour faire du développement personnel à un niveau comme ça un peu fondamental. Je voulais savoir, dans vos contextes à vous, est-ce que vous adressez ces niveaux et peut-être que la culture, à quel niveau la culture aussi peut avoir une importance sur ces compétences? C'est work in progress, c'est-à-dire que plus on en fait, plus on s'aperçoit de la profondeur qu'on peut aller y chercher et de ce qu'on peut y mettre. Donc effectivement, les premiers niveaux sont opérationnels et permettent d'appréhender les suivants, et donc d'enrichir le catalogue. Donc dans notre cas, on sort entre 200 et 300 modules chapitres par an, et ils sont liés, et leur éditorialisation vient des datas et de ce dont on se rend compte du comportement des utilisateurs, de leur migration dans les profondeurs et dans le catalogue. Donc les premiers niveaux amènent au suivant. Et c'est vraiment ça la logique d'éditorialisation et ce dont on se rend compte. Donc je suis complètement d'accord avec vous. Exactement. Alors pour notre part, nous on pense que le développement professionnel passe par le développement personnel. Et donc notre job, c'est de faire des cadres de développement.
et donc de donner à expérimenter. Donc typiquement sur l'humilité, quand vous mettez des gens en groupe, celui qui est pas très humble, au bout d'un moment, il va se le prendre dans la figure et ça va se réguler. Donc on travaille beaucoup sur l'intelligence collective pour réguler un certain nombre de ces facteurs. Je suis d'accord avec vous, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on dit. Et en passant par l'expérience, on y arrive, mais ça suppose de provoquer l'expérience. Si les gens sont jamais en groupe et on leur dit jamais, ça se passe pas. Juste préciser que c'est pas une injonction paradoxale, soit créative, soit autonome, soit belle, soit tais-toi. Voilà, donc c'est pas du tout ça en fait. Moi j'en ai encore discuté il y a même pas 2-3 jours avec justement le mouvement Maker Faire, parce que c'était à la Cité des Sciences, et donc on avait vraiment une très belle discussion sur le fait que même la créativité ça s'apprend et que c'est pas une injonction. Ça s'apprend. Et ça s'entraîne, et ça se développe, et ça se construit. Voilà. Bonjour. Voilà, je suis salariée et j'ai envie de dire qu'on a certaines personnes ont envie d'apprendre et d'apprendre à apprendre, mais que parfois, on n'est pas la structure de l'entreprise facilite pas l'apprentissage. En tout cas, c'est mon cas. Donc, ça relève de démarches personnelles et pour le côté d'être hors temps de travail et par rapport au financement. Et donc, on a la réforme de la formation qui s'annonce. Et du coup, comment vous voyez ça? Parce que l'idée, en effet, c'est de continuer à apprendre. En fait, je pense qu'on est au début de la réforme et nous, on s'est pris depuis notre création de plein fouet tous les organismes de financement, de validation, d'accréditation, etc. En pleine face. On a eu des portes closes systématiquement, ce qui fait qu'au bout de quelques années, on a arrêté de leur parler. On n'allait même plus les voir, même pas quelques années, quelques mois. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que la réforme qui est en cours et les chakras commencent à s'ouvrir sur la motricité personnelle dont vous parliez, sur la nécessité de s'ouvrir à des nouvelles formes d'apprentissage, des nouvelles formes de jeux de contenu sur les différents formats dont parlait Madame également. Et je pense qu'on est au début de ça. Donc, vous essuyez comme nous les premiers plâtres j'aimerais bien faire ça, mais non, c'est pas finançable, non, c'est etc. Après, c'est vraiment franco-français. Nous, on a près de 50% de nos utilisateurs qui sont hors d'Europe, et il n'y a qu'en France qu'il y a ce genre de débat. Vous êtes dans quel pays, justement? Nous, on a plus de 40% de nos utilisateurs qui sont hors Europe, donc l'Asie, États-Unis, Amérique du Sud. Et alors, justement, qu'est-ce que vous constatez comme différence en termes d'utilisation? Il n'y a qu'en France que la formation doit, comme la médecine, être gratuite. Ou alors elle n'existe pas. Donc dans les autres pays, c'est un investissement personnel, soit de temps, soit financier, et la boîte n'a quasiment pas à attirer ses salariés vers ça. C'est exactement ce que disait Madame. Les autres pays ont faim, et beaucoup plus faim que les Européens, et notamment que la France. Donc cette notion de ça doit être gratuit pour fonctionner, c'est un problème qui est franco-français et qui aura, à mon avis, vocation à se résorber, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Oui, non, moi, je ne parle pas forcément. Oui. On ne sort pas, c'est ça? Oui, je parle si on s'en sort sans s'en occuper, en fait, si on s'en occupe pas. Oui, l'idée, c'est pas forcément de se dire une formation, on la fait pas parce qu'elle est payante, mais c'est simplement que, la formation, on n'y comprend rien, quoi. Moi, j'ai eu la chance. Ok, ça arrive maintenant, je me suis engagée dans une formation justement full digital, à 16 000 €, donc je vois ce que. Ouais. Mais le truc, c'est que c'est d'une opacité le système en plus. En dehors de ça, donc c'est vrai que, qu'est-ce qu'il y a comme facilitateur, quoi? Parce que, il faut soit se débrouiller avec le jargon et on n'y comprend rien quand on vous donne une liste de 50 millions des formations qui sont répertoriées. Il faut aller sur un lien qui vous donne un PDF qui vous dit même pas d'emblée combien il y a d'heures. C'est le parcours du combattant. Mais j'ai abandonné. C'est du vécu, là. Franchement, c'est du vécu, quoi. Donc, je sais pas, on a envie de se dire, mais est-ce que finalement, ça va faciliter le parcours de la personne qui a envie d'apprendre? C'est ça. Après, se pose le problème de, effectivement, avoir la dispo. Moi, je vais faire 540 heures hors temps de travail. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ça veut dire sur un an, 2 heures par jour et une demi-journée par jour de week-end. Donc, c'est quand même du lourd.
Voilà. Là, quand on parle d'expérience utilisateur... franchement, j'ai failli abandonner à cause de ça. Mhm. Voilà. Donc, apprendre à apprendre, c'est bien, mais parfois, on peut avoir un taux d'abandon. Si on part de parcours d'apprenant, c'est colossal, quoi. C'est en même temps un témoignage et une question, parce que ça peut vous interpeller. Je suis pas sûr qu'on ait la réponse sur les histoires de réforme. Il y a un broglio administratif français. Mais en tout cas, Il me semble quand même que je ne suis pas du tout une spécialiste de la réforme qui est en cours, mais il me semble quand même que la réforme du compte personnel de formation, qui va être effective début 2019, 1er janvier, je crois. 1er janvier, c'est quand même, me semble-t-il, une réponse aux salariés, puisque chacun aura un compte de formation qui sera crédité et qui lui permettra d'acheter des dispositifs de formation. C'est pour ça sans l'accord de son entreprise, d'ailleurs. Démarche autonome. Oui, il me semble que c'est la grande différence entre l'ancien dispositif avec le DIF. Il sera en euros aussi. Ce qui est plus clair. Il sera en euros et il sera surtout à la discrétion du salarié, qui pourra suivre les formations comme bon lui semble, sans avoir l'accord de son employeur. Après, évidemment, restera la question du hors temps de travail si votre employeur n'est pas du tout au courant de la situation, j'imagine. Et un des enjeux importants aujourd'hui, pour tous les organismes de formation, pour tous ceux qui dispensent des formations en ligne, entre autres, ou des formations qui peuvent être en ligne et blended, c'est de voir ces formations inscrites au futur référentiel, je ne sais plus comment il va s'appeler, qui permettra à vous, salariés, d'acheter cette formation dans le cadre de votre CPF. Oui, en tout cas, si j'ai un petit dernier message à faire passer, justement, c'est de pouvoir s'adresser directement à vous pour dépatouiller toutes ces informations. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, ça a été. Ouais, justement. Non, mais c'est l'un des rôles de France Apprenante, de fluidifier effectivement la demande et l'offre de formation. Voilà, oui, et puis toute cette simplification, je crois que vous travaillez dessus. 2 mots là-dessus, peut-être ? Nous, on travaille à faire émerger les nouvelles offres qui, pour le coup, ne sont pas du tout accessibles dans le système de formation actuel, puisque le micro-learning n'est pas reconnu, la réalité virtuelle n'est pas reconnue, etc. Et de l'autre côté, effectivement, on a travaillé sur le compte formation, le CPA, enfin des membres du LabRH ont travaillé sur le CPA, et on voit bien que c'est pas encore complètement abouti. CPA, je sais pas si tout le monde... Alors, c'est le compte personnel d'activité qui vous permet effectivement de naviguer dans les différentes formations. Mais c'est pas encore en termes d'ergonomie idéale. Et on sait bien que l'ergonomie fera tout et on voit bien que la valeur est dans l'ergonomie. Peut-être une dernière question parce qu'on va laisser la place à la table ronde. Pardon. Oui. Voilà, donc je sais bien, c'est frustrant en fait, 1 heure. Hein. Si j'ai une remarque à faire pour l'an prochain. Non, c'est vrai, voilà, c'est un sujet important, les choses sont vraiment en train de se transformer, beaucoup de questions. Depuis tout à l'heure, table ronde suivante, on a beaucoup parlé aussi de test and learn, on sent bien qu'on est dans cette transformation, on y va à tâtons. Il faut y aller vite parce que quand même, il y a des tas d'autres pays qui nous attendent pas et qu'on a une place à prendre à l'échelon international. Merci beaucoup, merci de votre participation.